Nous avons aujourd'hui le plaisir de commencer ce programme avec Grégory Quesnay, avec qui on chemine depuis plusieurs mois autour de ce sujet. Donc Grégory Quesnay, qui est conseiller scientifique du programme, qui est historien de l'environnement, professeur d'histoire de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Paris-Saclay, et l'un des pionniers de l'histoire environnementale et des humanités environnementales en France. Grégory, tu as créé le premier enseignement dans le domaine à Sciences Po Paris en 2009, et ton approche est très inspirante pour nous parce qu'elle t'emmène à travailler à la fois avec des scientifiques, des climatologues, des écologues, mais aussi avec des artistes. Grégory Quesnay a publié de nombreux ouvrages dans Qu'est-ce que l'histoire environnementale, Versailles, une histoire naturelle, et il y a de cela 2 jours, Histoire de la pensée écologique. Donc nous avons hâte de t'écouter, Grégory. Merci de l'accueillir avec moi. Et bon symposium. C'est le... Très bien, parfait. Voilà, très bien. Merci. Bonsoir tout le monde pour ce 4e symposium, Apprendre de l'inconnu. Alors, dans la plupart des endroits, si au bout de 4 ans de travail, vous dites on a une grande idée, on est dans l'inconnu et on n'y comprend rien, vous avez toute chance que votre programme s'arrête et qu'on vous dise c'est bien gentil, mais quand même 4 ans pour arriver à cette conclusion, c'est beaucoup accordé. Eh bien, pas à l'UMA, et je voudrais remercier sincèrement Maya Hoffman, Vassilis Okonomopoulos, Mustapha Bouayati, Maria Finders, Martin Guinard, Salma Moshtari et toutes les équipes de leur confiance et de la liberté de ce cheminement. Pourquoi ? Parce que cette question radicale de l'inconnu, il faut l'affronter. Il faut l'affronter, le constat est très simple, c'est que la situation climatique qui sera celle de 2100, aucune société humaine ne l'a jamais vécue. Il n'y a pas d'analogue à cela. Je ne parle pas des 52 degrés 5 qu'il y a eu à Abu Dhabi il y a quelques jours. Je parle, de ces projections qui sont là. On peut les aborder, ces projections, en passant d'abord par une méthode qui est celle des analogues, qui consiste à prendre un lieu et à dire quel climat sera le sien en 2060 puis en 2080. Ce sont les analogues d'Arles. Eh bien là, on pourrait se dire, c'est très simple. Arles, 2060, le sud du Texas. Allons au sud du Texas, regardez comment c'est. Arles 2080, le Mexique. Eh bien, on va au Mexique et on regarde, et on s'occupe d'Arles à cette époque-là. En réalité, c'est plus compliqué, parce que les autres blocs, qui sont le sol, la biodiversité, ne bougent pas de la même manière que la température. Et donc, les analogues du climat ne vont pas vous aider pour ceci. Et enfin, pour une raison encore plus forte, c'est qu'en réalité, ce changement climatique introduit des variabilités qui sont la clé de l'instabilité de tous les systèmes et de ce qui fait tenir les sociétés humaines. Cette instabilité qui sont causées par les variations quasiment journalières, on en a un exemple tragique que vous avez peut-être vu hier en Suisse. Ce village, dans le Valais, 300 habitants, qui existait dont les premiers signes d'occupation sont l'âge du bronze, une épingle de l'âge du bronze, une église baroque des années 1540. Eh bien, voilà à quoi il ressemblait hier avant que je prenne le train et ensuite quand j'étais dans le train. Et en même temps, vous regardez la notice Wikipédia de ce village qui a été rasé, les habitants ont pu être évacués. Eh bien, vous avez toujours la même image parfaite du glacier que l'on admire, celui qui a détruit le village quelques heures après quand ils sont effondrés, de ces lignes du paysage qui sont là. Et donc, là, il y a un inconnu qui est ce que l'on va retrouver dans ce symposium avec la question de la chaleur en Méditerranée, avec la salinisation, avec l'après-catastrophe. Ce qui nous amène à ce fil rouge qui fait tenir ces symposiums qu'on les organise ici, c'est de dire que face à cette situation-là, il faut construire des alliances entre la science, les arts, le design, l'architecture, et que cette alliance, on l'a construite grâce à une plateforme en histoire environnementale qui amène l'idée que tout s'est mis en mouvement et que l'ensemble de ces processus sont ce qu'il faut penser à travers cette recomposition. Et j'avoue que je ne connais aucun endroit au monde, en tout cas dans ma communauté qui est celle de l'histoire environnementale, où dialogue, ici, comme à l'UMA, toutes les disciplines et tous les savoirs dont je vous ai parlé. C'est tout à fait unique parce que ça nous permet d'affronter ces questions qui sont fondamentales. Faut-il renoncer à toute connaissance tirée du passé face à l'inconnu ? Faut-il même renoncer à toute connaissance ? Peut-on encore réduire l'inconnu au risque, au probable ?
Ou alors faut-il conserver sa part d'incertitude? Et regardez même les mots de ce titre du symposium, on a dit « apprendre de l'inconnu ». Eh bien, ces prépositions nous ont gênés, on a essayé face à l'inconnu, avant l'inconnu, de l'inconnu, pendant l'inconnu. Et voyez même, le problème fondamental, c'est qu'on n'arrive pas bien à se placer, nous comme êtres humains, on ne sait pas très bien où on est, et c'est notre problème. On est dans un moment qui est une crise du sujet de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes pris dans un flux de processus que nous ne faisons pas, que nous avons fait, mais sur lequel nous ne pouvons pas influencer directement aujourd'hui, sinon pour ce qui va arriver dans 20 ans, c'est ce décalage chronologique. Et donc on se retrouve en décalage avec toute l'idée moderne de l'émancipation politique, qui était celle d'un sujet collectif qui fait l'histoire et se donne un projet en accord avec une communauté de destin. Nous sommes désajustés par rapport à nous-mêmes. Et c'est la question fondamentale qu'il va falloir affronter aujourd'hui. Une première réponse aux questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que des situations historiques d'apprentissage face à l'inconnu permettent de nous réarmer? Alors, je vous propose de prendre un certain nombre de cas qui sont tirés de ce moment qui est celui de l'expansion européenne et de la colonisation, qui est fondamentalement la découverte de nature, de peuples qui étaient inconnus. Et je vous propose d'en parcourir le répertoire pour comprendre comment on peut affronter des situations historiques l'inconnu. Première situation, l'exploration. Vous commencez l'exploration de terres non connues. C'est l'exploration des étendues glacées, des pôles, des étendues qui ne correspondaient à aucun répertoire au XVIe siècle, des étendues sans animaux, sans êtres humains, silencieuses et blanches. Comment les a-t-on décrites? Eh bien, ces images qui nous sont si familières, de ces peintures qui nous semblent évidentes, il a fallu un très long processus pour arriver à cela, c'est extrêmement complexe. Vous avez à droite la première représentation d'un glacier. La première représentation d'un glacier, par la première exposition, l'expédition de Martin Frobisher dans l'Arctique canadien. Et Thomas Sellis, de retour du voyage, il fait cette gravure sur bois, et il dit « Je n'ai pas pu faire une seule image. J'en ai 4, je n'arrive pas à faire tenir. » Donc il a le glacier vu de près, vu de loin, de derrière. Il n'arrive pas. Pourquoi n'arrive-t-il pas à avoir une seule image? Parce qu'il dit qu'il ne peut pas capturer visuellement ce phénomène naturel. L'iceberg est-il de la terre, de l'eau, de l'air congelé? Il ne sait pas. Peut-on le saisir d'un seul point de vue? Non. Le brouillard, la blancheur, le vent troublent la perception. Et à ce moment-là, il est dans un monde qui est celui de la Renaissance, où tout est organisé par la perspective centrale et l'œil du spectateur rationnel face à l'image. Ici, ça ne marche pas. Le spectateur est désorienté. Il est dans une vision non linéaire. Deuxième cas, apprendre de la rencontre. On arrive sur une terre inconnue. Il y a cette rencontre. Comment apprend-on? L'histoire environnementale nous donne 3 situations. La première situation, c'est la situation que nous décrit Alfred Crosby dans Le choc microbien, Columbian Exchange, où il décrit, en commençant par les Canaries, puis après le Nouveau Monde, où il décrit l'arrivée massive de microbes, de plantes, d'animaux qui viennent d'Europe et qui effacent littéralement le monde qui existait, qu'il triomphe. Et donc, il y a une première situation, c'est qu'on n'apprend pas parce qu'un monde remplace un autre. Et dit-il, la pampa argentine, celle qui est dans la représentation iconique, que l'on admire, ce n'est rien d'autre qu'une néo-Europe. Deuxième cas, deuxième répertoire, William Cronon, dans Changes in the Land. Il est dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle et il dit la rencontre, ça obéit à autre chose. Ce sont la rencontre entre 2 sociétés, des peuples, qui ont des manières différentes de coder, culturellement et intellectuellement, la nature. Et donc, tout les oppose. Les Indiens n'ont pas le même système de propriété. Ils ont une propriété qui varie avec les saisons, qui n'est pas individuelle. On peut vendre la terre à plusieurs personnes en même temps. Les Européens ne comprennent pas, ils disent « on nous a menti ». Regardez, ils l'ont vendu à plusieurs personnes. Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Ils disent « regardez, au printemps, ils viennent sur la terre qu'ils nous ont vendue, ramasser, utiliser les ressources ». Eh bien oui, c'est normal. Au printemps, il y a abondance, et donc la propriété s'abolit. Et de ce malentendu naît un conflit qui se structure à tous les niveaux. Et chez Cronon, il y a une incompréhension dans la rencontre qui fait que, au final, l'un l'emporte sur l'autre dans ce codage parallèle.
Il y a une troisième situation qui est Richard White, The Middle Ground. Il dit non, c'est autre chose. Quand il y a une rencontre, il y a un entrecroisement, il y a un métissage, il y a une créolisation. C'est ce qu'il utilise massivement à partir de sources françaises en particulier, c'est-à-dire ce mélange des sangs. Il commence à se mélanger les sangs, enfin, des trappeurs qui viennent, qui commercent les fourrures, qui apprennent avec les Indiens. Et là, il y a quelque chose qui est l'apprentissage par la créolisation et le métissage. Mais il y a des situations où il n'y a pas d'autres humains. Les îles inhabitées. Une grande partie des îles que l'on admire aujourd'hui, des îles paradisiaques, étaient des îles sans habitants. La Réunion, les Seychelles n'avaient pas d'habitants lorsque les Européens arrivent. Comment ont-ils fait ? C'est la thèse de Richard Grove, et Richard Grove nous dit deux choses totalement contradictoires. Il dit ils sont arrivés avec un bagage intellectuel et ils ont projeté sur ces îles leur imaginaire d'Européens, et ils y ont vu le paradis perdu, dont on avait été chassé depuis la chute. Et en même temps, ils ont fait une deuxième chose, c'est qu'ils ont utilisé les savoirs de l'océan Indien, et c'est cette carte qui est à droite, pour utiliser la connaissance des plantes et des arbres qui venaient, de l'Asie du Sud-Est, pour réussir à manipuler cet écosystème. Et voyez donc la contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois on projette, et puis on utilise des connaissances locales, on ne comprend pas très bien comment ça se passe. Enfin, il y a une dernière situation, c'est qu'on peut voir sans apprendre. On peut voir sans apprendre, et c'est le cas du premier peintre qui est allé au Nouveau Monde. Le premier peintre qui est allé sur place, c'est un Hollandais qui s'appelle Frans Post. Il était au Pernambouco entre 1637 et 1644 pour accompagner Jean-Maurice de Nassau quand c'était sous juridiction hollandaise. On va dire c'est le choc. Le premier peintre qui est allé en Amérique, il doit être stupéfait par cette nature qu'il découvre. Que peint-il ? Eh bien, en fait, il peint la Hollande. Il voit la Hollande, regardez ce tableau, avec le chemin, il utilise les codes. Au premier plan, un arbre pour faire un repoussé, le chemin qui est en diagonale, et au lieu de mettre des paysannes hollandaises, il met des esclaves avec un char à bœufs, et les perspectives sont les mêmes. Tout au plus, au fond, devine-t-on que cette maison n'est pas un charmant village hollandais, mais une plantation esclavagiste qui utilise massivement le sucre. Et donc, on pourrait dire, bien oui, effectivement, quand l'inconnu est trop fort, on projette dessus le connu et on ne voit rien. Et c'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Serons-nous capables de voir ce qui se passe autour de nous ? On pourrait ajouter à ça, en plus, un problème de cinétique. Il y a une très belle métaphore d'un collègue, Harald Welzer, qui avait écrit « Les guerres du climat ». Et il disait, le problème qui n'arrive, c'est comme s'il y avait deux trains qui avançaient en parallèle. Il y a le train de la nature qui bouge, il y a le train de la société. Et en fait, on est condamné à être dans un train, dans un des deux trains, et donc on a toujours l'impression que l'autre ne bouge pas. Quand on est dans le train de la société, on voit la nature bouger, mais on ne voit pas la société changer, et vice-versa. Mais Harald Welzer ne pose pas une question, c'est une question de cinétique. Que se passe-t-il quand le train des changements, des processus environnementaux avance plus vite ? Et vous êtes dans le train de la culture et de la société, en fait, il n'y a plus de train derrière vous. Vous avez juste le vide. Eh bien, vous avez Frans Post, et vous avez le vide. Mais ce vide nous dit d'ailleurs quelque chose de très fort, c'est qu'en réalité, mais que Post ne comprend pas, mais que certains contemporains comprennent, notamment l'entourage de Louis XIV à qui ces tableaux sont offerts, c'est que ça montre un monde qui est effectivement devenu hollandais. Le Brésil est devenu hollandais. Et donc, c'est parce que ce monde a été réduit au silence. Et c'est donc une violence extrême, et ce paysage n'a rien de bucolique. Et donc, vous voyez, finalement, ça veut dire que la difficulté que l'on a, c'est que ces répertoires, ils sont pris en défaut. Pourquoi ? Parce que l'autre, les savoirs indigènes, les savoirs locaux, les peuples premiers, eh bien, eux aussi, ils sont dans l'inconnu. Eux aussi, ils sont dans l'inconnu, eux aussi, ils subissent ça, et eux aussi ont perdu leurs repères. C'est ce qu'explique Jérémia Cometti dans son livre sur les Kéros, où le titre seul suffit à être explicite, qui s'appelle « Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter », effectivement, les rythmes ne marchent plus. Et le brouillard a cessé de nous écouter, disent les Kéros. Donc les autres, non pas. Et donc, on ne peut pas réutiliser ça. Alors, est-ce que la longue durée permet de changer les choses ? C'est la question qui sera posée par l'archéologue David Wengrow, mais je voudrais prendre un autre chemin, c'est-à-dire que prendre de manière radicale la façon dont il va falloir apprendre à s'orienter dans l'obscurité, sans pouvoir réduire l'inconnu à quelque chose de connu. Alors, quelles sont les conditions pour réussir à s'orienter dans l'obscurité ? C'est ce que je voudrais essayer de penser. D'abord, la première condition, c'est qu'il faut essayer de trouver la bonne distance. Et je reviens à un texte dont je vous avais parlé l'année dernière,
mais je voudrais revenir à la façon dont Norbert Elias le commente et l'utilise. C'est la fameuse nouvelle d'Edgar Poe, Les pêcheurs dans le Maelstrom, qui correspond à la situation dans l'inconnu que l'on décrit aujourd'hui. Edgar Poe décrit 3 pêcheurs qui sont pris dans un tourbillon avec leur bateau et qui savent qu'ils vont mourir. Et il y a 3 situations. Si vous êtes collé à l'inconnu, c'est le plus fort, celui qui s'attache au mât pour survivre, eh bien vous mourrez. Si vous êtes trop à distance, c'est le cadet qui est saisi par la terreur et qui saute du bateau, vous mourrez. Et le seul qui peut survivre, c'est celui qui est entre les deux, qui se met dans un tonneau, qui a un mouvement circulaire et qui, comme celle-ci, survit. Et regardez le commentaire qu'en donne Norbert Elias, et je le lirai, je vous laisse le lire, mais regardez, il dit justement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut être comme le pêcheur qui survit, celui qui regarde avec distance, un peu de loin, mais en même temps qui observe et qui apprend, qui regarde les objets, qui comprend ceux qui descendent moins vite. Et effectivement, un tonneau tournant sur lui-même descend moins vite sur le fond. Et il dit ceci, c'est la sociologie. C'est ça les sciences sociales. Et dans l'Allemagne, du début des années 30, il a appliqué résolument cela. Il s'est grimé, accompagné d'étudiants ariens pour aller écouter des discours de Hitler, lui, juif, qui allait être condamné, qui a à s'exiler. Il a essayé de comprendre à distance. Mais, dit-il, c'est la sociologie. C'est cela la science, il n'y a pas d'autre moyen. Cette image, en revanche, cependant, est brouillée par un cauchemar qu'il écrit jusqu'au soir de sa vie. C'est dans ses entretiens, c'est un vieux monsieur, imaginez, qui est un des plus brillants de sa génération, qui quitte. Sa famille ne partira pas, ne voudra pas le croire qu'il est dangereux de rester. Il ne reverra jamais ses parents. Il devient célèbre, Norbert Elias, à 70 ans, retrouvant ce qu'il n'a jamais, ne pouvant pas. Et il dit, il a près de 90 ans, et dans cet entretien, il dit qu'il fait toujours le même cauchemar. Il y a le téléphone qui sonne, il y a une décroche, il y a une voix au bout du fil qui lui dit « Parlez plus fort, je ne vous entends pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut dire une première chose qui est positive. Effectivement, connaître, c'est comme utiliser un téléphone qui ne marche pas bien. Et d'ailleurs, Magdalena Gruner nous parlera un petit peu vous verrez, il y aura quelque chose qui l'illustre. C'est s'orienter dans l'obscurité. C'est comme faire la guerre, métaphore qui est aujourd'hui omniprésente dans les sciences sociales avec la guerre écologique, c'est-à-dire s'orienter sur un théâtre de guerre sans avoir toutes les informations et comme dans l'obscurité. Mais cette image comporte une ambiguïté et une face négative. C'est celle de la tragédie des sciences sociales qui ne peuvent empêcher le pire d'arriver. C'est la tragédie personnelle d'Elias, qui n'a pas réussi à convaincre ses parents qu'il fallait quitter l'Allemagne, et de son père lui disant « Je suis médaillé de la guerre, je suis parfaitement assimilé, je suis laïcisé, il ne peut rien m'arriver. » Est-ce que ce n'est pas ça la tragédie des sciences sociales ? C'est-à-dire être condamné à avoir ce téléphone qui ne marche pas bien, où on n'entend pas bien, à un lecteur qui ne comprend qu'à moitié, et qui d'ailleurs souvent même ne décroche pas le téléphone. N'est-ce pas une tragédie dans laquelle on risque nous-mêmes de nous enfermer avec une sorte de narcissisme en disant « je n'y peux rien, je vais rester dans mon laboratoire, je ne peux pas peser ». Et c'est évidemment la question politique. La deuxième condition, c'est qu'il faut renoncer au régime moderne d'historicité. Renoncer au régime moderne d'historicité, on dit souvent qu'il faut renoncer au présentisme. C'était le constat de François Hartog, c'est-à-dire la façon dont on vit aujourd'hui dans un éternel présent, qui n'est plus polarisé par un futur comme promesse d'avenir, ni comme un passé que l'on peut oublier. Et finalement, on n'a pas renoncé tout à fait au régime moderne d'historicité, qui est justement s'orienter avec la lumière. Regardez cette phrase fondatrice du régime moderne d'historicité. Chateaubriand, « Le flambeau des révolutions passées à la main, nous entrerons hardiment dans la nuit des révolutions futures. » Mais que se passe-t-il une fois que le flambeau des révolutions passées a disparu de notre main ? Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé, on s'est installé dans un prédentisme qu'on peut décrire comme l'illusion de laisser la lumière tout le temps allumée, sans limite et sans payer la facture. Une fois que cette situation aussi est partie, que se passe-t-il si on est vraiment dans l'obscurité, dans une demi-obscurité sans plus de flambeau, comme celle d'un projet politique pour nous orienter ? François Hartog, que vous avez entendu il y a 2 ans, est en train d'écrire un nouveau livre qui revient sur les origines de l'histoire, qu'il ne fait pas remonter
À la Grèce antique, comme on dit d'habitude avec Momigliano, au croisement entre le médecin, le juge et l'orateur, et il défend l'idée que l'histoire serait née plusieurs siècles auparavant de l'art des oracles pour les princes assyriens dans le monde judaïque. C'est-à-dire l'art des oracles, c'est repérer des signes qui vont permettre d'annoncer des événements politiques. Et de fait, c'est ce qui donne naissance aux premières archives et aux premiers documents classés, parce qu'il faut archiver toutes les archives qui parlent des os de poulet, des tremblements de terre, des comètes qui sont passées, pour essayer de comprendre. Et c'est ceci, s'orienter dans l'obscurité. S'orienter dans l'obscurité, c'est finalement aussi quelque chose qui interroge nos propres savoirs. Je l'ai vécu directement il n'y a pas très longtemps. En octobre dernier, en octobre 2024, je candidatais pour un petit projet au Getty. J'avais dit, voilà, je voudrais étudier la façon dont le Getty Center à Los Angeles a pensé lui-même sa propre destruction par les incendies, les tremblements de terre et les glissements de terrain. En décembre, mon projet a été refusé parce que ce n'était pas un thème prioritaire, m'a-t-on dit. Je pourrais très facilement dire, ben regardez, voilà, les sciences sociales ne servent à rien, on ne nous écoute pas. Et pourtant, l'action, eh bien là, vous avez la capture d'écran du téléphone de Catherine Fleming, la présidente du Trust, le 17 janvier à 3h59 du matin, sur l'application Watch Duty, et vous reconnaissez au centre la Villa Getty. Et donc, vous avez une question très simple, c'est savoir, c'est bien. Mais que se passe-t-il quand il faut agir et quand vous ne savez pas si la villa dont vous êtes, si votre charge va disparaître définitivement avec toutes les œuvres qui sont dedans? Et d'ailleurs, c'est ce nouveau livre que je suis en train d'écrire et qui m'a amené en février, quand je suis allé à Los Angeles, à moi-même reformuler mes questions en me rendant compte dans les archives que, effectivement, contrairement à tout ce qui est raconté, le Getty n'a jamais été construit pour résister aux incendies, aux tremblements de terre et aux glissements de terrain, et que pourtant il est devenu capable de le faire, et c'est ce que j'essaye de comprendre. Autrement dit, l'obscurité, ce n'est pas renoncer à agir, ce n'est pas renoncer à l'enquête, bien au contraire. C'est prendre acte de l'obscurité pour agir, et c'est faire des enquêtes. On est à un moment où un certain nombre de collègues disent « il faut arrêter de faire de la science, ça ne sert à rien. On va sortir des laboratoires, on va devenir militant, Eh bien non, au contraire, s'orienter dans l'obscurité, c'est qu'il va falloir faire beaucoup de science, beaucoup de travail, parce que c'est extrêmement complexe. Et peut-être, renoncer, si on est un historien ou quelque chose, à dire je vais arrêter tout ça, je vais écrire des poèmes, faire des œuvres d'art. Il vaut mieux pour la poésie et pour l'art, d'ailleurs, que l'on reste à notre travail et qu'on s'y remette. Dernière condition, c'est qu'il y a une nouvelle figure du temps historique. Une nouvelle figure du temps historique, rappelez-vous, le régime moderne d'historicité, passé, présent, futur, les choses étaient bien ordonnées. Eh bien là, désormais, on est de quelque chose de tout à fait différent. Il faut inventer une nouvelle figure du temps historique. Et j'ai défendu dans ce texte dont parlait Salma tout à l'heure dans l'introduction l'idée que le nouveau temps historique dans lequel on est, eh bien, ce qui est devant nous, c'est le passé. Parce qu'il faut apprendre à hériter et à habiter autrement ce dont on hérite. Et ce qui est derrière nous, c'est le futur, parce que le futur est déjà pour partie engagé. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'on est à un moment où reviennent l'Apocalypse, les apocalypticiens. Et dans ce texte, je pense que je suis un des seuls historiens de l'environnement à débattre, à parler de ce qu'on appelle le catéchone, mot que l'on a découvert sous la plume de Peter Thiel, et ces apocalypticiens de la Silicon Valley qui attendent avec impatience la fin des temps pour changer de monde. C'est aussi une question, artistique, bien évidemment. Et là, ce sont des images d'une collaboration avec Vincent Grasso pour le Black Gold Museum, où la question qui s'est posée, c'est lorsqu'on dit aux artistes imaginez le monde d'après, eh bien, ils le représentent généralement sous la forme du monde qu'on a perdu, la fin d'un monde. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le monde d'après? Une géologie qui se remet en place, ces volcans et ces processus, eh bien, où on ne sait même plus dans quel temps on est. C'est bien ce qu'il faut essayer de penser. Autrement dit, repenser les politiques climatiques comme manière de s'orienter dans l'obscurité, c'est de conjuguer dialectique et adaptation. L'adaptation, c'est avec l'atténuation le deux piliers des politiques climatiques. C'est-à-dire à la fois on fait tout pour réduire les émissions de CO2 et en même temps il y a des transformations qui sont là et donc il faut s'adapter. On connaît toutes les difficultés que cela, je ne vais pas vous faire d'énumération. Ce que je vous propose ici, c'est de repenser le concept d'adaptation en introduisant
la dialectique. Alors le mot effraie peut-être un petit peu. Disons tout simplement que la dialectique, c'est le jeu des contraires et des forces d'opposition, du positif et du négatif. Et pour être beaucoup plus concret, je vous propose de comprendre ceci à partir de l'architecture de la Renaissance. La Renaissance a été un choc d'une certaine raison comparable au nôtre, parce que, comme disait Montaigne, notre monde a découvert un autre monde qui n'était pas censé exister dans l'espace, l'Amérique, et puis dans les étoiles, les astres, etc. Et ce choc a été tellement grand qu'il a fallu l'architecture pour le penser. C'est ce qu'explique le livre de Francis Yates et de Frédéric Aït-Touati, c'est-à-dire devant l'impossibilité de penser ce choc, le Renaissance a multiplié des architectures fantastiques. Là, c'est les gradins que vous avez, c'est quelque chose, c'est le théâtre de la mémoire qui ressemblait sans doute le plus à ce que l'on sait, c'est-à-dire le théâtre que Serlio a construit pour François Ier à Fontainebleau, un théâtre en bois. Le roi était au centre, sur la scène, et autour de lui, sur les gradins, il y avait toutes les choses qui peuplent le monde, les peuples, les tribus, les astres, les étoiles, pour essayer de comprendre ceci, tellement c'était compliqué. Ce sont ces figures géométriques que vous connaissez, on combine le cercle et le carré. Ce sont ces architectures fantastiques à la manière de de Robert Fludd avec son temple de la musique. Mais Frédéric Aït-Touati ne dit pas quelque chose qui me semble important et que je voudrais introduire, c'est que ces formes que vous avez, le cercle, le carré, ces formes géométriques élémentaires, elles sont faites pour coulisser, elles sont en réalité dialectiques. Et je voudrais illustrer ça avec une tour mystérieuse qui est en Normandie, dont on ne connaît ni le commanditaire, ni l'architecte, ni la fonction, qui est sans doute liée au séjour de François Ier dans la région, lorsqu'il venait voir sa sœur, ou alors liée à la vengeance de Catherine de Médicis contre Montgomery, qui avait tué son mari Henri II par erreur, par accident dans le tournoi. Qu'importe. Et regardez cette forme, c'est une tour qui fait 28 mètres de hauteur, où dans un carré 12e siècle qu'on a rasé, dans un cercle 12e siècle qu'on a rasé, on a mis un carré entouré de 4 carrés, aucune face n'étant pareille. C'est une architecture fantastique de la fin de la Renaissance. Voilà. Et ça nous dit quelque chose, regardez ces détails. Repensez à cette chose, cet homme de Vitruve de Léonard de Vinci que vous connaissez tous. Regardez ce détail, le carré dépasse du cercle. Le carré dépasse du cercle parce que c'est une forme dialectique qui est faite pour coulisser et pour comprendre. C'est aussi ce que vous avez avec ce toit, regardez ce toit étrange, c'est la fascination de la Renaissance pour les polyèdres, c'est-à-dire les formes mathématiques fantastiques, monstrueuses, dont on n'est pas capable de concevoir la formule mathématique et dont on essaye de penser des monstres mathématiques, et comme on n'est pas capable dans la formule, on les construit par l'architecture, on fait des objets. Et c'est exactement, la Renaissance n'appellerait pas ça, mais c'est une forme dialectique qui est faite du rapport entre les contraires. Cette forme dialectique, c'est justement ce qui nous permet de manière essentielle de revenir sur ce concept d'adaptation. L'adaptation. L'adaptation a été pensée comme une société qui s'emboîte dans une situation environnementale et climatique, comme une pièce qu'on emboîte dans une niche écologique. C'est un mot qui nous vient de l'écologie, de la niche écologique. Mais que nous faut-il ? Nous faut-il un homo adaptus ou un homo redemptus ? Un homo adaptus, ce sont des sociétés qui existeraient de manière tout à fait conforme à leur climat et à leur environnement. Il n'y a aucun exemple historique qui aille dans ce sens, il n'y a aucune raison qui permette d'y arriver. Mais le mot adaptation est intéressant parce qu'étymologiquement, ça veut dire s'ajuster. Ça ne veut pas dire s'ajuster à, si on le décompose, il y a ad et il y a aptus qui est lié, attaché. Et donc on peut prendre l'adaptation comme une forme dynamique qui est faite de contradictions et qui coulissent l'une dans l'autre. Évidemment, ceci change tout. De manière tout à fait modeste, c'est ce que j'ai essayé de penser dans ce livre sur le Louvre, où j'ai pris un musée, c'est-à-dire un lieu qui n'a rien d'écologique, puisque un musée, qu'est-ce que c'est ? C'est arracher des œuvres à la nature pour les mettre dans un lieu entièrement autorégulé, en température, en humidité, en éclairage, afin de les conserver pour les générations futures. Et un musée, c'est une deuxième chose, c'est mettre ensemble des œuvres qui n'ont jamais été faites pour être ensemble. Eh bien, même un musée,
comme ceci, eh bien, en réalité, on peut le réhabiter autrement. Et c'est ce chapitre inaugural sur ces statues d'extérieur qui étaient place des Victoires à Paris et qui sont les premières statues du Louvre où on n'a pas effacé les traces de pluie. Et dans cette enquête, j'essaye de comprendre pourquoi ces bronzes, ou encore les traces de pluie, ou encore ce verre qui vient de l'action du charbon. Et finalement, en suivant la trace, depuis le parc de Sceaux où ils ont été oubliés et perdus, jusqu'à la restauration par un conservateur qui s'occupe d'un problème de doigt de pied, que l'on voit sur le fax qu'il envoie, un problème très important qui déstabilise tout, eh bien, on a quelque chose qui permet de penser une rédemption. La rédemption, vous allez me dire, c'est un mot très abstrait. En fait, rédemption, qu'est-ce que c'est ? C'est pas le salut, c'est pas la grâce. La rédemption, c'est tout simplement se racheter en vivant avec ses péchés. C'est ce qu'on a entendu aujourd'hui à l'Assemblée biorégionale, c'est vivre avec ses déchets, vivre avec tout ce qu'on a émis et pour lequel on dit « ceci n'est pas moi ». Ceci nous donne donc un levier qui est considérable. Un levier, c'est que ceci permet d'identifier des gisements de passé et de rouvrir un horizon d'attente. L'horizon d'attente, qu'est-ce que c'est ? L'horizon d'attente, le avenir qui est devant nous, c'est de pouvoir occuper autrement ce dont on hérite et d'identifier des gisements de passé que l'on va mettre en valeur. Cette notion de gisement de passé, on la trouve dans le livre de Luc Boltanski, Enrichissement, une critique de la marchandise, qui ouvre par la réhabilitation des usines Fiat et dans lequel il critique ce croisement, il critique ce phénomène. Le livre est très fort, il m'a beaucoup plus influencé, mais avec Luc Boltanski, on a néanmoins la génération qui a raté la question écologique. Et ce qu'il ne voit pas dans ce livre, c'est que tout simplement, eh bien, ce phénomène où on réhabilite, où on transforme, c'est la solution pour créer de la valeur sans extraction, à partir des délaissés de déchets. C'est aussi la réponse au constat que dresse Jean-Baptiste Fressoz dans « Sans transition ». Si effectivement on ne peut pas repartir à zéro, parce que là ça supposerait une extraction de matériaux et une consommation d'énergie qui est insoutenable, que va-t-on faire ? Eh bien la seule solution, c'est d'hériter et de réoccuper, de transformer ce monde qui est autour de nous. Or, c'est un effort gigantesque. Regardez ce que vous avez sous les yeux. La Défense a décidé de devenir en 2030 le premier quartier d'affaires européen bas carbone. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Vous rasez la Défense, vous continuez à construire les mêmes tours, vous émettez autant de carbone. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec ça, avec ces interstices, avec ces délaissés. Et ceci marche aussi pour le patrimoine. Alors, en conclusion, je voudrais expliquer à quel point, et c'est vraiment quelque chose de fondamental que j'ai compris à partir de l'UMA, à quel point l'architecture nous ouvre une voie qui va bien au-delà de l'architecture. Et c'est ce qu'on entendra avec la rénovation du bâtiment Paoli par BC Architectes. Ça va, c'est comment hériter de l'anthropocène de la modernité, comment habiter autrement ces formes en les mettant en mouvement sur un territoire. Et c'est une question anthropologique et politique fondamentale que je voudrais très rapidement expliquer en revenant à un moment historique qui a échoué, mais qui peut nous aider à comprendre ce que nous essayons de faire ici. C'est cette constellation que je ne développerai pas, qui sont les auteurs des années 1920, marqués par le messianisme juif, pas encore tout à fait marxiste, bien qu'influencé par le marxisme, Rosenzweig, Ernst Bloch, Georges Lukács, le jeune Adorno. Je prendrai juste Lukács pour expliquer ça. En fait, dans ces années 20, c'est la rencontre et le problème qu'ils ont fondamental, c'est que c'est le point de départ entre le croisement des flambeaux de la Révolution de Chateaubriand et l'entrée dans la civilisation industrielle. Je m'explique. Cette génération comprend que le flambeau des révolutions s'est transformé, et Chateaubriand lui-même le comprend, par l'homme providentiel. C'est Chateaubriand qui se fâche avec Napoléon et qui comprend que cela évolue vers la tyrannie. Ce sont pour ces Allemands des années 20 la figure de Hegel, où ils comprennent que la raison dans l'histoire, c'est quelque chose qui est en train de se traduire dans des régimes autoritaires. Et donc on ne peut pas recréer une totalité, sinon en allant vers un régime autoritaire. Mais en même temps, ils font une expérience très forte, traumatisante pour eux, c'est l'entrée dans la civilisation industrielle, et ils voient ce qu'ils décrivent comme un monde qui est celui d'un monde qui est un monde, une seconde nature, un monde factice et conventionnel, qui est celui de la marchandise, de la technicisation, et qu'ils essayent de décrire dans les moindres détails, les employés, les rues, etc. La question qu'ils nous apportent, et c'est ça qu'il me semble essentiel dans la réponse qu'ils apportent, c'est qu'ils disent deux choses. Ils disent
D'abord, il ne faut pas avoir le mythe des origines, c'est-à-dire le mythe qu'autrefois, à l'origine, les êtres humains étaient en harmonie avec la nature, et c'est la critique du christianisme qu'ils formulent. La deuxième chose qu'ils disent, eh bien, il faut, et c'est la critique du romantisme, il ne faut pas tomber dans un sentiment de la nature en se réémerveillant devant la nature et sa beauté, parce qu'on l'a transformé en quelque chose, une seconde nature, un monde factice. Et c'est la critique du sentiment de la nature. Mais, et je conclus, je finirai sur ça, ils apportent un élément essentiel qu'ils n'ont pas réussi à thématiser au-delà, c'est qu'ils disent en fait, il faut penser, pour sortir de ce que Lukács appelle le monde dans lequel on est, un ossuaire d'intériorité morte, c'est la seconde nature factice, un ossuaire d'intériorité morte, voilà notre monde, le monde de la modernité. Eh bien, ils cherchent ça à travers la forme. Et pour eux, ils l'ont cherché à travers la forme littéraire. Ce sont leurs études sur le roman, sur la littérature. Mais je ne crois pas que l'on est de Balzac de l'Anthropocène. Je ne crois pas qu'on est de Balzac de l'Anthropocène qui serait capable, comme dans la comédie humaine, de nous décrire maison par maison, étage par étage, ces nouvelles subjectivités socialisées qui font cet inconnu et qui tissent cet inconnu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'architecture, dont la question n'est pas la construction, mais l'habitat. Et je crois fondamentalement que c'est la réponse au geste critique que nous a appelé la critique du naturalisme et du partage nature et culture. Dans les sociétés qui sont animistes ou totémistes, on peut composer des liens, composer un monde par des relations, par des flux. Mais c'est quelque chose qui ne marche pas dans notre monde, parce que notre monde naturaliste a accumulé, caractérisé par l'accumulation des artefacts, des objets techniques. Et ce qui a manqué, je crois, à l'écologie, c'est de penser les formes, les objets techniques, ces objets matériels, et c'est exactement la question que nous pose l'architecture et que je crois que la clinique Paoli va nous permettre de comprendre de manière magistrale. Je vous demande donc d'accueillir Laurence Beckmann pour